Alors, merci beaucoup. Donc, on va reprendre pour ce deuxième grand bloc de l'avant-midi. Je vais juste en profiter avant de commencer pour vous dire, parce qu'on en est content, puis comme c'est dans notre motion de faire la promotion du design, donc on est vraiment heureux de vous accueillir dans ce lieu-ci, qui est le pavillon de l'Esplanade Tranquille, qui a été conçu par les architectes FABG. Donc, c'est un bâtiment de la ville, mais géré par le partenariat du quartier des spectacles. Donc, c'est un lieu vraiment magnifique qui est ouvert il y a un an et qui est comme le grand salon du centre-ville. Donc, ça faisait partie en même temps de notre plaisir de vous faire découvrir ce lieu sur lequel on est tombé sous le charme. Dans toute la démarche de préparation du colloque, il y a un document qui nous a vraiment inspirés et qui a été publié il y a un an par le Design Council au Royaume-Uni, donc qui est un organisme, je veux dire, parapublic, gouvernemental, ou du moins paragouvernemental, qui fait la promotion du design, mais vraiment à l'échelle nationale au Royaume-Uni. Ce document, c'est le System Shifting Design, qui vise à orienter, ouvrir les horizons vers de nouvelles formes de pratiquer le design. Donc, il cherchait à documenter certaines de ces pratiques-là. Puis, en fait, une des pratiques documentées là, dans la salle, Jonathan, le Dark Matter Lab, est cité comme exemple de nouvelles pratiques du design. Et donc, on a cherché à rencontrer des responsables du Design Council pour en discuter, pour avoir leur opinion. Puis, on est content d'avoir aujourd'hui avec nous Alexandra Deschamps-Soncino, qui est actuellement Chief Design Officer au Design Council. Donc, Alexandra va nous rejoindre par le biais de la visioconférence. Juste pour mentionner rapidement, donc, parce qu'il faut quand même le souligner, Alexandra est une ancienne étudiante en design industriel de l'Université de Montréal, mais travaille depuis longtemps à Londres, au Royaume-Uni. Elle est considérée comme une leader dans le milieu des technologies et s'intéresse tout particulièrement à la manière dont les personnes créatives intègrent les connaissances liées au changement climatique dans leurs pratiques. Donc, elle va nous présenter aujourd'hui la perspective du Design Council sur les pratiques futures du design. Après la présentation, il va y avoir une période de questions qui va être animée par Thomas Coulombe-Morancy, qui est candidat au doctorat interdisciplinaire en aménagement de l'Université de Montréal, qui viendra sur la scène immédiatement. Donc, Alexandra, est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends très bien. Super. Ben, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui avec nous pour le soir, pour toi déjà presque à Londres. Et je vais peut-être juste le mentionner. En fait, on souhaitait fortement inviter Alexandra à venir sur place à Montréal. Et le Design Council a un budget carbone pour tous les déplacements. Et je trouve ça une initiative vraiment inspirante de limiter les déplacements à partir non seulement d'un budget monétaire, mais d'un budget de CO2 dépensé par les personnes. Donc, c'est une belle pratique chez vous qu'on tient à souligner. Puis, on profite quand même de ta présence par le virtuel. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci de la présentation et merci surtout de votre attention. Je sais que c'est super difficile de se concentrer sur des présentations virtuelles uniquement, donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir bien se parler ou mieux se parler dans la plage de questions et réponses après avec Thomas. Bon, moi, on va dire québécoise, mais on va dire pas exactement pure laine. Ça fait 15 ans que je travaille à Londres. J'ai travaillé dans plein de domaines du design et plein de coins, de raccoins de cette conversation entre le design, la technologie et le changement climatique. Mais mon premier boulot et mon premier stage, en fait, c'était au Design Council en 2005. Donc, je suis revenue au Design Council cette année au mois d'août. Et c'était une belle surprise de pouvoir revenir pour y porter le flambeau de manière temporaire parce que je suis en fait en couverture de congé de maternité d'une collègue qui, elle, est derrière le rapport dont vous parliez, qui a été publié l'an passé, qui est derrière aussi la présentation que je vais vous présenter et les quelques slides que je vous présente.
Bon, moi, je vais rajouter du mien. On va parler de Next Practice, qui est un terme qu'on aime bien au Design Council. Je vais aussi vous raconter la manière qu'on est structuré pour peut-être vous donner des idées à vous dans vos pays, dans vos villes, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez construire par rapport à cette conversation entre le design, le changement climatique et des manières de faire, des manières d'agir. Moi, je trouve que c'est super important de passer à l'action en ce moment. On sait que, et si je regarde le travail du Design Council, notre première exposition qui présentait le travail environnemental des designers date de 1986. Donc, ça fait depuis 1986, j'avais 5 ans, qu'on discute de cette question de l'environnement et qu'on finalement ne fait qu'en discuter. Donc, tous les efforts du Design Council sont vraiment axés sur maintenant qu'est-ce qu'on peut faire et non seulement comment est-ce qu'on peut se parler entre nous. Donc, je pars mes slides. Il y a sûrement quelqu'un qui va me dire si ça ne fonctionne pas. Pourquoi se pencher sur ces questions-ci? C'est évidemment du fait qu'on est dans une situation assez privilégiée au Royaume-Uni, même si on n'aime pas trop penser à ça, d'avoir une relation au changement climatique qui est encore pas tout à fait au point de la crise comme elle est dans d'autres pays. Nous avons vécu la pandémie comme bien des pays au monde. On a aussi décidé d'en sortir légèrement plus tôt que la plupart des gens et que la plupart des pays et que même des pays en 2023, en hiver 2023, on replonge dans certains endroits en situation de crise, que ce soit la crise de la pandémie ou la crise et le changement climatique. On est à un moment où il fallait quand même, comme entreprise, répondre à ces questions-là, ces grandes questions existentielles. Le Design Council, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est maintenant un organisme à but non lucratif depuis 2011, mais nous sommes nés en 1944. Donc, on est sorti si on veut, né d'une des grandes crises de l'Angleterre, qui est la Seconde Guerre mondiale. Notre objectif à l'époque, c'était la promotion du design comme outil d'amélioration des produits de la manufacture à l'ensemble du pays. Comment est-ce qu'on pouvait aider le pays à se sortir d'une crise économique, vraiment, une crise post-guerre. On se retrouve un peu à ce moment-là, encore une fois, mais de manière un peu différente, où on est en autre moment de crise. Donc là, c'est en 2021, après, je dirais, 50 ans, 60 ans, le discours autour du design était vraiment un discours pro-économique, pro-développement économique pur, pro-promotion du design comme processus de business et économique. On s'est donné la mission de Design for Planet. Et Design for Planet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de promouvoir des nouvelles manières de travailler pour les 1,97 millions de personnes, donc presque 2 millions de personnes au Royaume-Uni qui travaillent dans le monde du design. On est à 67-68 millions d'habitants, donc 2 millions qui ont un impact ou qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur le design. C'est quand même beaucoup. Et on sait que notre impact écologique est quand même important. La plupart, 80% des émissions d'un produit sont au stage de design. Donc, c'est vraiment à ces moments avant même que quelqu'un ait produit quoi que ce soit. Et 40% des émissions sont reliées au design et à la construction d'immeubles, par exemple. Et donc, tout ce qu'on appelle le built environment en anglais. Donc, on s'est dit, bon, on va se donner une nouvelle mission, donc il faut quand même se donner de nouveaux outils. On ne passera pas 15 ans sur la définition du design. Je pourrais en passer le reste de ma vie. Mais pour nous, le design, c'est ce qui tourne ou ce qui transforme d'aller d'une idée à la réalité. Donc, ce processus-là,
On utilise cette définition quand même assez généreuse, quand même assez ample, pour pouvoir adresser le plus de professions en design possible. On se dit que pour être utile, il faut être utile et à un designer graphique et à un architecte. Donc, comment est-ce qu'on peut relier ces deux professions-là qui ont, oui, des atomes crochus, probablement pas la même éducation, probablement pas les mêmes contraintes professionnelles. Il faut trouver des moyens et il faut trouver des moyens pour les animer les deux. Donc, une manière de faire ça, ce qu'on a développé au fil des années, c'est évidemment le Double Diamond. J'imagine que certains d'entre vous qui ont étudié le design de service, même le design industriel, ont probablement rencontré le Double Diamond à un moment donné ou à un autre. C'est sorti en 2003. Par le résultat, en fait, d'une question sur les processus et les manières de faire. Donc, on s'est penché sur est-ce qu'il n'y a pas moyen de se donner des outils pour communiquer la valeur du design et pour communiquer le processus de design d'une manière qui permettrait à peu près n'importe qui de comprendre la valeur et le processus du design. C'est devenu un outil qui est utilisé, qui est haï, qui est abusé. On peut passer des heures sur LinkedIn à lire des articles sur l'utilité et la non-utilité, mais bon, c'est passé un peu dans la culture du design global. Mais évidemment, avec cette question de système complexe, on s'est dit, bon, ben, faut faire plus que ça. Il faut aller au-delà du pur de l'interaction, tout simplement de, bon, on découvre, on définit un problème, ensuite on développe des solutions potentielles et on sélectionne celles qui sont les plus adéquates et voilà. On s'est dit, ben, il y a probablement plus à faire parce que finalement, pas tous les problèmes sont des problèmes qui sont simples. Et pas tous les problèmes simples sont des problèmes simples qui existent d'une manière tout à fait détachée de leurs conditions sociales, leurs conditions financières, leurs conditions environnementales. Donc, on a commencé à parler de systemic design, system thinking, system shifting. Donc, on a commencé à regarder finalement une section du domaine de la sociologie, de l'anthropologie, qui est vraiment axée sur les pensées systémiques depuis les années 70. Et ça nous a permis de commencer à développer des nouveaux outils, des nouveaux, bon, on dirait framework, aucune idée comment ça se dit en français, mais des nouvelles manières de voir la profession du design telle qu'on voudrait qu'elle soit au 21e siècle. Donc, bon, la pensée systémique ou le systems thinking ou systems delivery, ça peut vouloir dire plein de trucs. Ça peut vouloir dire regarder les systèmes naturels et des manières de voir l'environnement de manière tout à fait biologique. La biodiversité, le rewilding, qu'est-ce que ça fait d'avoir un effet sur l'environnement à un point X, quelles sont les répercussions à un point Y. On peut penser aux systèmes sociaux, on peut penser à tous les wicked problems ou les problèmes complexes qui ont des effets ou qui ont un impact sur des strates sociales, que ce soit économique, que ce soit ethnique, que ce soit économique. On peut penser au système technique, évidemment, que ce soit des problèmes de supply chain, donc d'où viennent toutes les composantes d'un produit, comment est-ce que ces composantes sont produites, comment est-ce que ces composantes sont livrées et quels sont l'usage, ce produit-là est-il réparable, etc. Et l'interaction entre ces systèmes naturels, sociaux et techniques. Donc, quelles sont les relations entre ces systèmes? Et c'est là qu'on voit que vraiment, il y a un horizon que le
designer moyen va comprendre, va pouvoir décrire et sur lequel il a ou il n'a pas de contrôle. Mais je pense que ça a été le point de départ pour le Design Council de se dire il faut au moins savoir penser aux grands problèmes d'aujourd'hui de manière systémique, même si on n'a pas encore le contrôle sur la situation. Même si la situation pour un designer moyen, le contrôle va être sur un élément très minime du problème, il faut au moins pouvoir faire l'élaboration du problème et de vraiment comprendre ces interactions entre ces systèmes différents. Donc, on a fini par développer le Systemic Design Framework, qui est un framework qu'on a développé en collaboration. À peu près tout ce qu'on fait, c'est en collaboration, avec les 400 experts qui font partie d'un network d'experts qu'on a depuis la fin des années 90. Ce sont des gens qui travaillent en design, qui travaillent dans le design, soit comme architecte, comme designer de système, comme urban planners, comme graphistes, etc. On a tendance à les amener à travailler avec nous, soit pour du travail de client ou pour des projets comme ça. Donc, on veut développer un nouvel outil, on veut développer des nouvelles manières de voir, donc on va travailler avec eux. Ça nous permet à nous, comme petite équipe, de vraiment comprendre à quel point un outil peut ou ne peut pas changer les manières de faire dans la pratique. Comme on sait souvent, c'est très bien d'avoir un outil, mais il faut que ça vienne chercher les gens dans leur jour le jour. Donc, on a fait ça avec des experts. Ça nous a permis de faire un peu le tour de ce qui se passait autour de ces questions-là, que ça soit Project Drawdown, que ça soit des manières de faire et de voir par rapport aux SDGs ou ce que le Royal Society of the Arts faisait, etc. Il faut quand même se dire qu'au Royaume-Uni, on est quand même assez bien servi, si on veut, intellectuellement par rapport aux grandes questions d'aujourd'hui. Donc, on a plein d'entreprises qui sont comme nous, un peu soit paragouvernementales ou qui sont à but non lucratif, qui sont vraiment des organismes de recherche intellectuelle approfondie. Donc, on a plein de voisins on peut regarder un peu autour de nous. On n'a pas vraiment à faire 3-4 kilomètres pour rencontrer des gens qui sont un peu dans cet univers-là. Et ça nous a permis aussi de regarder le travail qu'on faisait, si on veut, qu'on fait avec nos clients, que ce soit des départements gouvernementaux ou des organismes gouvernementaux ou des organismes nationaux et tester un peu ces outils ou tester ces manières de faire. Donc, au milieu de ces photos de gens, vous avez ma collègue Jessie Johnson qui est à la tête de toutes nos activités par rapport au design social. Donc, ça a fait partie de workshops qu'on a eu en écrivant cette framework. Et ça nous a aussi permis de travailler de manière assez collaborative avec finalement d'utiliser notre propre Double Diamond dans ce processus-là. Ça nous a permis de voir un peu les limites que les designers ou les barrières, si on veut, à l'adoption que les designers exprimaient. Et je vais revenir à ça beaucoup, mais cette barrière du langage, la language and narrative. Donc, cette idée qu'il y a vraiment une manière de faire et des mots et un vocabulaire et finalement un environnement pour lequel qu'il faut développer autour de ces idées-là et que ce n'est pas disponible à tous. Ça, je vais y revenir. Mais bon, on a fini par se retrouver devant des challenges qu'ils nous ont posés, que ces designers-là et que ces experts-là nous ont posés. Donc, je vous fais le tour un peu du truc sans nécessairement passer des heures dessus, mais c'est juste pour
je vous propose vraiment d'aller regarder sur notre site web pour aller trouver ça, mais je trouve que c'est important de parler un peu du processus qui accompagne finalement cette espèce de rajout au Double Diamond. Donc, des caractéristiques, des principes et un processus qu'on a étendu. Et qu'on a étendu parce qu'on sentait que le Double Diamond, ça faisait un travail, mais ça n'allait pas faire tout le travail qu'il fallait faire maintenant dans la société où on est, avec les challenges qu'on a, et certainement des challenges environnementaux, sociaux, techniques, qui interagissent l'un avec l'autre. On ne pouvait plus vraiment se dire qu'on pouvait dire à un designer moyen que n'importe quel projet et n'importe quel challenge pouvait être réglé par tout simplement un effort de détermination et un processus qui allait être simple. Je ne pense pas qu'on peut continuer à se leurrer et se dire que le processus de design en général est un processus simple. Ce n'est pas un processus simple. C'est un processus qu'on tente de simplifier comme industrie de manière assez fréquemment, mais c'est un processus qui a des répercussions monstres et où il faut quand même il faut quand même faire des efforts. Donc, des caractéristiques, c'est des caractéristiques qu'on a trouvées qui étaient des caractéristiques de designer. Donc, quand on utilise en interne l'expression next practice, on a tendance à utiliser ça pour définir en fait, des manières de faire, des manières de penser, des manières d'agir à l'intérieur d'une profession de design, que ce soit un designer en indépendant ou un designer qui travaille dans une entreprise. Ça n'a presque pas d'importance. Et ce sont des caractéristiques qu'une personne peut avoir plusieurs de ces caractéristiques-là. Donc, ce n'est pas nécessairement des qualités qu'une personne doit avoir pour une caractéristique. Donc, que ça soit quelqu'un qui soit un system thinker, donc quelqu'un qui a tendance à regarder au-delà du produit ou du projet qu'il doit designer. Quelqu'un qui a aussi des tendances techniques ou une connaissance technique de ce que ça veut dire de faire du design. Donc, que ce soit des compétences de graphisme, des compétences, peut-être ce sont même des compétences que cette personne-là n'est pas capable d'appliquer dans son rôle de designer dans la vie de tous les jours, mais que finalement, il est bidouilleur les fins de semaine. Mais il y a une espèce de rapport à la matière et il y a une compréhension de ce que c'est vraiment que d'œuvrer comme designer dans le monde. On a leader et storyteller qui font évidemment partie des grandes qualités des grands designers qui savent vendre leurs marchandises. Ça, c'est une manière un peu moins élégante de le dire, mais je trouve que c'est encore, ça fait encore partie des atouts d'un grand designer. C'est quelqu'un qui sait comment finalement être responsable pour des équipes et aussi savoir un peu vendre sa salade et a tendance à convaincre les gens de se ramener vers des projets, des grands projets, et que ce soit des grands projets complexes, on le désire, mais en général, au moins, cette personne-là a tendance à amener les personnes avec elle. Et là, le quatrième élément que je trouve que pour nous, c'est super utile au Design Council de penser à ça, c'est le connector and convener. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à trouver dans le jour en design, mais c'est quelqu'un qui est généreux de ses relations aux autres, généreux de ses capacités et qui est prêt à aider les autres et qui est prêt à accueillir d'autres idées et faire en sorte que ces idées-là reçoivent, qu'il y a un environnement qui soit prêt pour ces idées-là. Donc, quelqu'un qui comprend le pouvoir des bonnes relations aux autres et qui comprend qu'en prenant des gens avec soi, que ce soit des gens d'une diversité de plus en plus importante, que des bonnes idées vont arriver. De ma carrière, de 15 ans maintenant, que ce soit en design industriel, en design d'interaction, en design de service, je trouve que le connector et convener, c'est encore quelque chose qu'on ne retrouve pas assez. Il y a beaucoup de leaders et storytellers,
Il y a beaucoup de designers et makers, des fois des systems thinkers, mais ce connector and convener, ça devient de plus en plus important. Et là, on a ces 6 principes qu'on a trouvés, encore une fois, qu'on a intégrés à cette framework. Donc, que ça soit people and planet centered, donc que les gens et la planète soient au centre du système et de la solution qu'on veut développer. Que ça soit circular regenerative, donc regenerative, qui est quand même un mot qui est utilisé de plus en plus, mais je trouve que les gens faut vraiment aller dans le détail et de vraiment comprendre ce qu'il y a de regenerative. Encore une fois, j'ai absolument aucune idée du mot en français pour ça, donc vous allez m'excuser. Mais de non pas axer vers une solution qui est environnementale, mais une solution qui est environnementale où il y a un net positif et qui amène à vraiment une circularité totale des matériaux au moment post-usage, au moment de même où ça se retrouve et comment est-ce que ça peut contribuer positivement à l'environnement. C'est une question assez complexe. Testing and growing, c'est vraiment prendre une approche de prototypage qui amène à une approche qui est non seulement juste un prototype, mais vraiment d'aller vers la croissance d'une idée au-delà du prototype. Encore une fois, le collaborating and connecting, donc la collaboration en fond et sur plusieurs projets, sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Je trouve que c'est extrêmement important de regarder un projet comme étant un projet qui, oui, peut-être pour 2-3 ans ou même 2-3 mois, mais il y a une vie à ce projet-là et qu'on se l'admette ou non, je trouve que c'est plus important qu'on y réfléchisse qu'on ignore ça. Inclusive and welcoming of difference, j'ai même pas à vous l'expliquer, c'est vraiment d'approcher n'importe quel projet de design comme une opportunité de travailler avec les autres et travailler avec les autres qui ne viennent pas de notre environnement socio-économique, ethnique et autres, et de faire en sorte que des idées viennent d'un peu partout et ne font pas juste partie du le classique séance de post-it de malade au début et qu'on se dise oui, on a bien réfléchi, on a bien invité tout le monde, mais on va finalement finir par choisir nos idées. C'est vraiment d'aller avec cette différence au centre du processus et zooming in and out, donc encore une fois, savoir voir l'ensemble d'un projet et les conditions autour d'un projet, ainsi que la solution éventuelle sur laquelle, une des solutions qu'on aurait pu choisir et la solution qu'on va éventuellement choisir. Il y a toujours un processus de se dire, bon, ben c'est pas la meilleure solution, mais c'est ce qu'on a choisi pour ce moment-ci dans le projet, parce que finalement, ce projet-là, c'est un projet de 10 ans. Donc, tout ça, ça nous mène à cette espèce de rethink du Double Diamond, donc d'explorer, de reframe, donc repenser à baser sur notre exploration, qu'est-ce qu'on a compris. Et vous allez voir ici, encore une fois, l'usage de termes et d'expressions qui nous permettent de repenser continuellement ce processus de reframe, create and catalyze. Donc, ce processus est un processus qui est finalement à l'intérieur de tout un type d'éléments qui font en fait le projet de design d'aujourd'hui. Donc, que ce soit de créer des relations, que ce soit d'avoir du leadership, que ce soit de planifier le 10 ans après un projet, et non seulement de regarder le projet lui-même, mais ce que ça pourrait devenir. Ça fait partie de ce processus-ci. Donc, c'est la divergence, la convergence qu'on avait dans le Double Diamond, mais avec beaucoup plus de contexte et beaucoup plus, on force vraiment le processus de design à devenir un processus qui est plus dans la longueur et beaucoup plus pour essayer de se sortir finalement de ce Double Diamond
seul. Je vais arrêter un peu sur cette image que je trouve est super importante parce que, encore une fois, je trouve que le design aujourd'hui, ce que ça veut dire d'être designer, c'est un processus d'admettre que ce projet-ci sur lequel on est penché maintenant parce qu'on a un client, parce que le projet se présente, parce qu'il y a assez de fonds cette année pour pouvoir payer tel projet, ne fait qu'ouvrir la place à d'autres projets. Ça ouvre le potentiel pour d'autres projets d'être développés après. Est-ce que tous les designers comprennent ça? Peut-être, peut-être pas. En développant cette framework, on se dit qu'on aimerait qu'ils y réfléchissent. Donc, de finir un projet, je trouve finalement, ça serait de finir avec l'opportunité d'en créer 10 autres. Et de se dire, ah, ben finalement, si on avait plus de temps, on aurait fait X, Y, Z. D'accord, prenons plus de temps. Qui on doit convaincre pour prendre plus de temps? Parce que finalement, ça vaut la peine d'en faire plus, de faire différemment et de faire mieux. Et finalement, je pense que je vais finir sur cette slide pour être un peu dans les temps et pour avoir le plus de temps de discuter possible. C'est de se dire que oui, il y a l'aujourd'hui, il y a ce qu'on peut prédire comme designer, et ce qu'on peut prévoir, et ce qu'on peut budgéter, et ce que notre client veut tout de suite. Mais il y a ce qui est next. Donc, ce qu'on peut voir apparaître. Ce qu'on peut voir apparaître qui sont des changements importants, des changements socio-structurels importants, des changements environnementaux qui deviennent de plus importants. Et de se dire, ben moi, comme designer, je vais où et j'adresse quel élément? Est-ce que j'adresse le now ou j'adresse le next? Et moi, je trouve qu'on doit se donner des outils pour adresser le next. Je vous remercie énormément et je vais arrêter de partager ma slide là. Merci beaucoup, Alexandra. D'ailleurs, on a changé un peu. C'est Thomas maintenant qui t'adresse la parole. Enchanté. Il te reste environ 7 minutes si tu veux continuer ta présentation. Sinon, on peut prendre ce temps-là puis allonger un peu la période de questions. C'est un peu à ta guise, en fait. Non, ben je me suis dit que c'est mieux de finir sur une belle slide comme ça que de continuer. Fait que, allons-y, Thomas. OK, super. Ben, d'abord, je tiens à te remercier là, énormément pour la richesse de cette présentation-là. Je la trouve particulièrement inspirante, là, surtout dans le contexte qui nous réunit aujourd'hui, parce qu'en fait, votre présentation, mais aussi le rapport sur lequel ça se base initialement, ben, ça l'invite à penser, mais aussi à mettre en valeur des nouvelles formes de qualité puis d'exemplarité pour notre communauté en design. Forme d'exemplarité, par exemple, qu'on peut retrouver si on vous suit bien là, au Design Council, pendant des traits de caractère à cultiver. Vous en faites état là, à de nombreuses répétitions, le concevoir pour le collectif, réunir des perspectives multiples, se reconnaissant comme faisant partie d'un système. Mais aussi dans des nouveaux types de performances à apprécier par la communauté, là, que ce soit celle du Dark Matters Lab, qu'on va entendre plus tard, mais aussi du Design Studio for Social Intervention, auquel vous faites référence dans le rapport. Donc là, pour la suite, en fait, c'est une période de questions. On a environ une trentaine de minutes, là, de ce que je comprends. Puis, en fait, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je les ai structurées en 2 grandes thématiques. Puis on verra en fonction du temps dont on dispose, mais 2 thématiques. Les premières, en fait, c'est sur les conditions de mise en pratique puis de développement d'une pratique réellement transformative des systèmes. Puis la deuxième, ça porte plutôt sur la formation des designers. Donc, ça ressemble à ça. Dans chacune des thématiques, il y a des questions là, qui rebondissent un peu sur votre présentation actuelle, mais aussi sur des éléments du rapport là, que vous pourrez peut-être développer. Puis j'ai également glissé quelques questionnements un peu critiques, là, si jamais on a l'opportunité de les adresser. Puis il y aura évidemment un temps prévu là, pour le public, si jamais vous avez des questions à adresser à Alexandra. Donc, commençons. En fait, pour ce qui est des questions qui sont relatives aux conditions de mise en pratique, je serais curieux de vous entendre sur... avez-vous déjà réfléchi finalement au Design Council sur
la façon dont on arrive à mettre en place ou à déployer une pratique qui est réellement transformative des systèmes, puis au rôle aussi que peuvent jouer, par exemple, les institutions puis les acteurs publics pour supporter la mise en place d'une pratique comme ça. Oui et non. Donc, le oui, c'est... on est dans un pays, encore une fois, on est dans des conditions politiques, géopolitiques et économiques assez uniques en ce moment au Royaume-Uni qui nous permettent d'avoir des réflexions par rapport au design que je pense que bien des pays ne seraient pas capables d'avoir. Donc, par exemple, dans la ville de Londres où j'habite, on est 33 boroughs différents qui sont, comme dire, c'est l'équivalent de la ville de Montréal, c'est 33 villes de Montréal différentes qui ont des budgets différents, qui ont des besoins en design différents et dont les responsabilités sont variées, que ce soit de l'entretien des rues, la propreté, tout ce qui est la police, les transports en commun. Le transport en commun, en fait, c'est plutôt à l'ensemble de la ville au complet. C'est un des rares services, en fait, qui est à la grandeur de la ville, mais tout le reste se fait dans les mini-villes. Donc, et c'est des mini-villes qui sont, on est à 14 millions de personnes dans la grande région métropolitaine de Londres. C'est sûr qu'il y a un rôle là, pour les villes et il y a un rôle pour des organismes gouvernementaux de supporter le design à tout point de vue. Ça donne le pouvoir pour des fonctions de design de se développer à l'intérieur de ces villes qui ne seraient pas capables de... Bon, ça serait impossible de faire sur une autre échelle. Donc, il y a une espèce de pouvoir de conversation qu'on peut avoir par rapport à ça, ce qui fait que nous, on peut écrire des rapports par rapport à ce pouvoir-là, par rapport à ces actions-là, qui ne sont pas possibles dans d'autres villes et dans d'autres régions du monde. Donc ça, c'est le oui, il y a un rôle pour ces organismes-là. Le rôle est très souvent temporaire. C'est très souvent lié à des fonds gouvernementaux. Ces fonds gouvernementaux-là et ces fonctions de design et ce discours de design peut être très, on va dire, très tendance pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, les fonds sont coupés, les départements sont fermés et ça finit là. Donc, il y a une espèce de, si on veut, des moments clés où ce system thinking peut s'introduire au sein de ces équipes-là qui travaillent dans les villes pour vraiment amener des changements. En même temps, on est, donc ça c'est le oui et, so yes and, qui est très brainstorming, mais bon, je vous fais ça comme ça. On a aussi des dynamiques de travail qui sont extrêmement agressives. Donc, de travailler comme designer à l'intérieur d'une ville, à l'intérieur d'un cadre gouvernemental, que ce soit local ou pas, ça veut quand même encore dire prendre moins de fonds et un salaire moins élevé que d'aller dans d'autres secteurs. Donc ça, c'est une réalité du travail de design dans ces éléments-là. Ça donne un pouvoir énorme, mais je pense que c'est un pouvoir qui est temporaire. Nous, on le voit dans notre propre travail. Si on regarde le back catalogue, si on veut, les meilleurs hits du Design Council, ce sont des hits qui ont été écrits, des rapports qui ont été produits, des rapports qui ont eu un impact absolument fantastique dans certaines périodes gouvernementales où des fonds gouvernementaux nous étaient disponibles et qui nous ont permis finalement d'avoir un impact à certains moments. Ça a souvent été quand des gouvernements libéraux ont été au pouvoir. Maintenant, c'est sûr, je n'ai pas à vous faire un dessin, on n'est pas du tout dans ces conditions-là, mais une communauté intellectuelle est quand même encore présente autour de ces idées et nous sommes probablement en changement gouvernemental dans les 2 ans aux prochaines élections.
Donc, il y a comme une espèce de mouvement qui revient vers et qui met de l'emphase sur le design, qui met de l'emphase sur le design de système, qui met de l'emphase sur le design de système à l'intérieur de fonctions gouvernementales. Ça revient tout ça, parce qu'on est en changement politique. Donc, je trouve que ça, il faut vraiment faire le lien. Et le non, donc oui et non, le non, c'est aussi de se dire que 92,2% des entreprises en Angleterre sont des micro-entreprises. Donc, c'est des entreprises de moins de 10 employés qui travaillent dans le design. Donc, avec ce portrait-là, l'impact qu'une micro-entreprise peut avoir sur des systèmes au complet, il ne faut aussi pas se leurrer. Donc, il ne faut pas se conter des histoires sur une espèce de rôle du designer à l'ensemble du pays qui serait absolument transformative. C'est un rôle, oui, mais ça va être un rôle dans certaines circonstances, et politiques et économiques, et pour pas tous les designers. La plupart des designers vont rester des designers qui sont soit en freelance, ou encore une fois dans des organismes qui ont... où il y a trois employés. Donc, de demander ou de se dire que toutes les micro-entreprises au pays vont tout d'un coup avoir un impact systémique, non. Mais il faut donner des outils pour ceux qui peuvent et qui peuvent le devenir. Je vais arrêter là. C'est super intéressant, votre réponse. Puis en fait, ça l'amène super bien à la deuxième qui est un peu plus pratique puis qui concerne davantage les organisations qui essayent de faire ce changement-là. Puis finalement, d'après votre expérience, puis d'après votre analyse finalement de ces nombreux cas-là, qu'est-ce que vous diriez qui sont les principales limites finalement que peuvent rencontrer les organisations engagées dans un projet de transformation socio-environnementale? Deux choses, la patience et le budget. Donc, de se dire qu'on va en fait effectuer un projet de transformation fondamentale en moins de 2 à 5 ans, c'est de la folie. Et je pense qu'il y a quelque chose culturellement dans le design où on se dit un peu, il y a une espèce de tendance vers des projets courts, des projets à court terme. En architecture, moins, parce qu'évidemment, faire un immeuble, ça peut être une labeur de 5 à 10 ans. Mais dans le reste du design, la plupart des gens sont capables de faire un projet de A à Z assez rapidement à l'intérieur d'1 an. Et même pour certains d'entre eux, 1 an, c'est long. Donc, je trouve que cette patience-là, de se dire, bon, il va falloir que je travaille avec ce gouvernement-là ou cette branche du gouvernement-là pour changer la manière que ce service-là est développé et ce système-là fonctionne. Finalement, il faut le faire à l'intérieur d'une période électorale et pas tout à fait vers la fin parce que là, il n'y a plus personne qui veut rien savoir, donc on a 3 ans. Et de se dire, il faut que je fasse un projet et qu'il faut qu'il soit au moins effectué d'une manière peut-être même limite superficielle en 3 ans, mais qu'on a commencé à attaquer le problème à l'intérieur de 3 ans. Je trouve qu'il y a plein de designers qui ne sont pas équipés pour ça. Et encore une fois, c'est de trouver le budget qui va soutenir ce projet-là pendant 3 ans. Ça va être des fonds probablement publics. Ça va être des fonds publics où la fonction et les éléments administratifs vont être très lourds à porter. La plupart des designers ne veulent pas nécessairement se garrocher dans ce type de travail-là en sortant de l'université. Donc, c'est des gens mi-carrière, trentaine à quarantaine. Et de se dire, ben oui, il faut que je vais faire ce projet-là pendant 3 ans et on va peut-être y arriver de manière assez superficielle. Et il faut que je trouve des fonds pour que mon business soit capable de survivre ou que ma fonction et mon équipe soient capables de rester la même équipe pendant 3 ans. Ça, c'est des grands challenges du monde du travail aujourd'hui, design ou pas design. Super intéressant. Pour conclure un peu cette section-là sur les conditions de mise en pratique puis de développement, j'ai un questionnement un peu critique.
D'ailleurs, je ne sais pas trop où ça va nous amener là, sur le plan de la discussion, mais je me lance quand même. En fait, c'est une question qui est un peu relative finalement à l'échelle à laquelle une pratique aussi critique puis disruptive que celle du Design for System Shifting est appelée à se déployer. Puis donc, je me demande s'il n'existe pas des dangers potentiels, finalement, une forme peut-être plus institutionnalisée d'une approche aussi critique en design. Puis, en fait, je pose la question parce que dans de nombreux cas, en fait, les initiatives qui sont initialement critiques, une fois qu'ils s'opère un passage à l'échelle, ils peuvent finir par voir leurs idées qui étaient initialement radicales, désamorcées, transformées, voire complètement neutralisées. Puis donc, la question que je me pose, puis là j'y arrive, c'est comment on assure le déploiement d'une telle pratique sans qu'elle perde en richesse puis en portée critique. Bonne question. Une des raisons pour laquelle je n'ai pas présenté le papier en tant que tel, c'est aussi mon questionnement personnel par rapport à ce que le papier propose. Et c'est notre papier, donc je devrais quand même en être fière. Mais je pense qu'il y a certaines pratiques de design qui sont extrêmement utiles quand elles sortent en dehors d'un contexte de client classique. Systems thinking, systems shifting, mais aussi speculative design sont des fonctions et des manières de faire en design qui sont les plus riches et les plus invitantes et les plus intéressantes quand elles ne sont pas faites à l'intérieur d'un système établi, d'un grand client, d'un environnement finalement un peu confortable. Et effectivement, pour éviter l'obligation de tout, finalement, pour s'éviter l'obligation d'être politically correct à l'intérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'un cadre politique XY, etc. Donc, c'est finalement beaucoup plus pratique d'agir comme les artistes dans un studio quelque part à New York dans les années 60, plutôt que de se dire, bien, je vais absolument être capable de faire quelque chose de radical à l'intérieur de RAMP dans les années 50. Donc, excusez-moi pour l'usage d'exemples historiques peut-être un peu passés. C'est des vieux exemples, mais je pense que d'être capable d'être critique et d'avoir des pratiques critiques, c'est souvent le travail du consultant et très rarement le travail finalement de département, de branche départementale de gouvernement, même si même à l'intérieur du gouvernement anglais, on a eu The Nudge Unit, qui a été un département qui a été développé pendant les dernières élections. C'est très, très, très difficile d'être radical de l'intérieur. Donc, les gens qu'on a interviewés pour ce papier, ce sont souvent des pratiques de design indépendantes. Ce sont souvent des pratiques de design plutôt petites, mais qui sont très influential, qui ont beaucoup d'impact et qui ont beaucoup de belles relations avec des départements gouvernementaux, avec des gens qui finalement font partie des systèmes et qui peuvent prendre finalement ce qu'ils veulent bien prendre de pratiques radicales pour pouvoir commencer à changer les choses. Super intéressant. On arrive à la deuxième portion de mes questions qui change un peu le sujet finalement, puis qui porte davantage sur la formation au design. Puis ben là, j'entends la formation tant pour les designers qui sont sur les bancs d'école puis qui sont formés à être des futurs designers, mais aussi ceux qui pratiquent le design actuellement. Puis donc, la première question que je vous adresserai, c'est comment une telle orientation, finalement, du design pour la transformation des systèmes est-elle susceptible de se traduire dans des cursus de formation?
C'est un peu pour ça qu'on écrit ces papiers et qu'on développe les méthodes, parce qu'on se dit que finalement, dans notre communauté à nous, on a des départements d'art et de design à Londres qui finissent par intégrer ce genre de pensée à l'intérieur de leur curriculum. Ils ne le font pas nécessairement sur papier, mais ils vont faire un module par ici, une classe par là, un projet de l'autre côté, et par osmose, les gens finissent par apprendre des nouvelles techniques. Je trouve qu'une des... En tout cas, moi, je me rappelle très bien de mon bac à l'Université de Montréal. Une des choses que j'ai appris dans ma formation et dans finalement ma profession et ma carrière, c'est que il faut être capable de rêver à n'importe quel niveau. Il faut être capable de rêver et comme étudiant, et d'avoir la liberté qu'on peut avoir comme étudiant sans le pouvoir ni l'argent. Et il faut être aussi capable de rêver quand on a le pouvoir et l'argent parce qu'on est à la tête de XYZ, département de design pour XYZ compagnie. Et je trouve que c'est un peu ça l'objet de nos rapports, nos outils, nos frameworks, c'est d'aider les gens à rêver un peu et imaginer l'avenir, quel qu'il soit, nonobstant le moment où ils sont dans leur carrière, qu'ils soient étudiants ou pas. Et on se dit que finalement, nos outils vont finir par intégrer un environnement éducationnel traditionnel sans qu'on ait nécessairement à faire tout le travail pour se dire « Ah oui, il y a absolument un curriculum de system shifting qui doit exister ». Je pense que ça ne sera pas fait de cette manière-là. Et ça va devenir, tout comme Service Design est devenu éventuellement basé sur le fait qu'il y avait 2-3 firmes de Service Design à Londres, Systems Thinking et Systems Shifting Design va éventuellement devenir pour certains quelque chose qui va devenir leur bread and butter, comme on dirait en anglais. Mais pour d'autres, ils ont tout simplement besoin de savoir que c'est un outil qui est à leur disposition s'ils en ont un jour besoin. Tout à fait. Super intéressant. Puis la question, en fait, est un peu complémentaire. La deuxième que je voudrais vous adresser, puis elle concerne davantage la façon ou les moyens dont on dispose pour aller chercher aussi les designers qui sont en activité, susciter peut-être leur curiosité à ces nouvelles formes de pratiques-là. Est-ce que le Design Council a déjà réfléchi à des façons de les approcher? Oui, c'est excessivement. Moi, je trouve que j'ai travaillé avec des ingénieurs dans ma carrière. J'ai travaillé avec des web developers, des ingénieurs en électronique. Je pense que les designers sont dans les plus difficiles à amener à de l'apprentissage au milieu de leur carrière. Je trouve que quand on a, je sais pas si c'est parce que notre carrière de design est si dépendante d'un certain ego et de certain amour-propre, parce que finalement, on se fait dire non tout le temps par nos clients, on se fait dire non par des compétitions de manière plus ou moins constante. Et donc, on développe une espèce d'amour-propre qui, je trouve, rend l'apprentissage plus difficile, un peu plus tard dans sa carrière. Donc, nous, on réfléchit à ça parce que finalement, moi, dans ma carrière, j'ai fini par toujours continuer d'apprendre parce que mes clients me demandaient un peu de continuellement apprendre. Donc, on se dit qu'il doit y avoir d'autres manières de faire. Donc, d'écrire un rapport, d'écrire un papier, c'est une chose. On a aussi des événements. On a aussi notre network de 400 experts et on les invite à écrire pour nous. On les invite à collaborer avec nous sur d'autres projets. En ce moment, on est en train de travailler avec un grand client qui gère, en fait, toutes les stations de train au pays. Au Québec, ça ne veut pas vraiment rien dire, le train, mais pour nous, en Angleterre, c'est un des moyens de transport les plus importants au pays. Et d'amener ce client-là à comprendre à quel point le design peut les amener à
repenser leur service complètement de A à Z. Ça se fait par l'apprentissage, donc ça se fait par le développement de séances d'apprentissage, de training, d'éducation, de packages d'éducation qui sont face-to-face. Il y en a d'autres qui sont en ligne. On les prend par cohorte de 6 à 10 personnes au travers de l'entreprise au complet. Et on fait ce travail-là, donc c'est un travail d'éducation qu'on fait à fond avec des gens qui sont très seniors dans leurs entreprises, donc qui sont là depuis 20 ans, qui sont là depuis des fois 30 ans. Donc c'est possible, ça se fait, mais c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est comment est-ce que les gens vont être convaincus de prendre le temps d'apprendre et de prendre le temps de changer leur pratique et de devenir, au bout d'un certain moment, cette espèce de next designer qu'on voudrait qu'ils deviennent. Et c'est pas du tout évident. Quand on parle d'architecture, on parle de Continual Professional Development qui fait partie finalement des formes de formation qui sont imposées chez les architectes. La même chose existe pour les ingénieurs. Pour un designer, ça n'existe pas, en tout cas pas en Angleterre. Donc, d'amener quelqu'un à un moment où il faut qu'il reconnaisse qu'il a besoin de formation et que cette formation peut être soit accréditée ou facile ou en ligne seulement et qu'ils peuvent gérer leurs tâches ménagères et leurs obligations familiales en même temps, on a à penser à ça de manière assez continuelle au Design Council. Super, merci beaucoup. Il nous reste environ une dizaine de minutes, puis à ce stade-ci, je pense que j'aimerais ouvrir la discussion aux questions du public. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'y lancer. Bonjour, Tommy Mestas de l'agence... C'est bon? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, merci. Tommy Mestas de l'agence de mobilité durable de Montréal. J'avais une question pour rebondir sur votre réponse de la deuxième question de la première partie sur la relation avec les institutions publiques, mais aussi par rapport à l'apprentissage des designers. Aujourd'hui, on voit que les institutions publiques, notamment la ville de Montréal par exemple, dans le cas d'un projet, va beaucoup travailler avec le monde de la recherche, va faire énormément de balisage international, donc va avoir du temps pour créer des connaissances, surtout sur les retombées positives et négatives des projets, par exemple, ou des systèmes, et surtout sur les externalités négatives d'un système, ce qu'un designer n'a pas forcément le temps dans le cadre d'un mandat. Est-ce que, ma question, est-ce que, comme la création d'un poste pivot, donc dans le cadre d'une direction d'une institution publique, pourrait permettre de partager ces connaissances-là aux designers et donc de faire évoluer la connaissance de l'impact de créer, par exemple, des objets ou même de l'aménagement urbain? Je ne sais pas si je suis clair. Oui, je réfléchis un peu à ma réponse parce qu'en fait, je trouve que l'obligation ne devrait pas être sur le département lui-même. Le designer devrait être en position de s'impliquer dans le travail de manière à comprendre qu'est-ce qui pourrait être fait comme résultat du projet. Donc, il y a une espèce de curiosité de base qui est absolument nécessaire chez le designer, qu'il ait le temps ou pas le temps, ça, je m'en fous un peu, ça c'est une question un peu seconde, mais cette curiosité de base, de un, de deux, que le designer soit en fait invité aux présentations de fin de projet ou même à l'évaluation, le processus d'évaluation pour qu'ils comprennent le processus d'évaluation. Nous, j'ai une de mes collègues en fait qui ne fait que ça, l'évaluation de notre travail. Donc, évaluation, que ce soit de développer les mécanismes d'évaluation, de comprendre l'impact de notre travail, notre recherche, c'est presque pour la plupart des agences de design, même à Londres, c'est exceptionnel, c'est pas du tout la norme. Donc, pour un designer de comprendre l'utilité de ce travail d'évaluation et de voir comme j'ai présenté dans ma slide avec les projets qui sont nés du projet, je trouve que finalement, ça aussi, ça peut s'inscrire dans l'évaluation. C'est si on avait 10 millions de plus et 3 ans de plus,
on ferait quoi comme conclusion d'un projet d'évaluation? Pour que finalement, il n'y ait jamais de fin d'un projet, parce qu'il n'y a jamais de fin. Il y a toujours des conséquences non identifiées. Cette fameuse présentation de Donald Rumsfeld, The Things You Know You Don't Know and The Things You Don't Know You Don't Know. Donc, chaque projet qu'on a et chaque projet qu'on effectue, que ce soit à la Ville de Montréal ou que ce soit dans un département d'Hydro-Québec ou que ce soit chez EDF ou au British Gas, il va y avoir des conséquences à un projet. Et ces conséquences peuvent avoir des éléments de design ou des éléments qui peuvent mener à des projets de design. Mais il faut inviter le designer, il faut que le designer sache comment poser ces questions-là aussi. Et ce designer-là ne veut pas savoir comment poser des questions si on l'invite à un projet une fois par année. Donc, je trouve qu'il y a des habitudes organisationnelles, sans parler de processus, sans parler de toolkit ou framework, c'est juste des habitudes organisationnelles qui peuvent faire en sorte que finalement, il y a une culture du design qui se développe. J'espère que ça vous répond plus ou moins. Il fait dire que oui. J'ai une question. Moi, c'est Lorena Garcia-Giron et je fais partie de Co-Créa Studio. Merci d'abord de votre représentation. Ma question, c'est par rapport... Vous nous avez partagé tous les défis, toutes les difficultés et l'utilité d'entamer ce processus-là. Ma question est plus au niveau personnel en tant que designer qui est immergé dans toute cette saga. Est-ce que vous pourriez nous partager un moment de pleine satisfaction que vous avez eu dans votre démarche et qui fait de sorte que vous continuez à être motivé à y aller de l'avant pour nous inspirer à embarquer nous aussi? Je pense qu'il n'y a jamais de moment de pleine satisfaction dans la vie. Sinon, je ne sais pas ce que je ferais dans la vie, mais non, il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit « Ah oui, là, on l'a eu, là. Bravo, tout le monde. » Je ne sais pas quelle profession a ça, en fait. Probablement mes collègues en finance. Je trouve que c'est important de se dire que... puis moi, bon, j'ai travaillé dans plein de domaines différents du design. Moi, ce que je trouve qui est important, et c'est une des forces du design, je pense, c'est toujours de se poser des questions. Et c'est des questions, des fois, qui sont fatigantes, des questions qui vont en profondeur, qui regardent le processus, qui interrogent le processus, parce que finalement, on a toujours, je pense, derrière nous, cette espèce de petite voix qui nous dit « Ah, ben, tu sais, t'aurais pu faire mieux. » Et je trouve qu'on est là pour ça, le Design Council, parce qu'on est là pour donner un peu une structure à ces questions et une structure à cette petite voix. Donc, quand on a écrit notre rapport sur le Double Diamond, c'était pour répondre à cette espèce de question de « C'est quoi vraiment le design? » Et là, on essaye de répondre à d'autres questions, qui est, ben oui, mais le design, c'est l'impact environnemental. Et donc, il n'y a pas pour moi, personnellement, de moment clé, mais une curiosité continuelle, un intérêt à un développement professionnel continu. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se parler soi-même et se dire, non, il n'y a pas de fin à cet apprentissage-là. Et l'occasion de voir, bon, quand on communique certaines idées dans une séance avec un client ou qu'on a un projet qui nous intéresse et que finalement on a réussi à travailler avec ce projet-là ou ce client-là, de se dire, ah oui, il y a des moments, là, les gens commencent à allumer, là, ah, ils ont compris. Et là, je me dis que la prochaine fois, quand un designer va rentrer dans leur bureau, ils vont pas faire « Ah oui, eux, ils font des belles choses dans le coin, là », ou eux, c'est des gens qu'on appelle à la fin du projet pour leur présenter nos conclusions. Donc, c'est des moments, finalement, c'est des micro-moments de satisfaction à l'intérieur d'un océan de « Ah, on pourrait faire mieux ».
Et je trouve que c'est une belle manière d'être. Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. J'espère pour vous que vous continuez de trouver finalement, même dans ces mini-moments, assez de satisfaction pour compenser pour tout le reste du temps où on se dit on pourrait faire mieux, parce que je trouve que vraiment on a le pouvoir et on a les capacités de mieux faire. Excellent. Il reste environ 3 questions du public. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, très très intéressante. J'aimerais en fait vous poser la question de votre point de vue au Design Council, qui est un organisme exemplaire sur le rôle du design. Avoir votre point de vue sur comment construire un écosystème qui soit favorable au design au Québec, basé sur les activités que vous menez au Royaume-Uni. Oh là là, grosse question ça. Je vais essayer de répondre le moins politiquement possible. Parce que on est dans 2 environnements complètement différents. Moi, je suis dans un pays, encore une fois, de 68 millions de personnes. Donc, le Québec, je pense, on était à quoi, 7 millions? Quelque chose comme ça. Donc, il faut penser à la différence d'échelle. Donc, moi, ce que notre expérience, nous, comme entreprise, qui a quand même eu des moments, mon équipe et moi, on est une 40aine de personnes. On était plus que 120 personnes il y a 20 ans et on était certainement beaucoup moins que ça dans les années 60. Donc, on peut dire qu'il y a le Design Council est probablement continuellement en conversation avec le gouvernement dans son rôle, parce que sur papier, nous sommes une entreprise qui a un Royal Charter. Ça veut dire rien à personne au Québec, mais c'est vraiment une mission royale qui nous a été octroyée dans les années 60 et qui fait que nous sommes officiellement le conseiller national sur le design au Royaume-Uni. C'est un rôle assez particulier, ça n'a aucun rapport avec la situation géopolitique et économique au Québec, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer de faire un peu pareil. Et un peu pareil, ça pourrait être tout simplement d'avoir une représentation officielle à l'ensemble du Québec qui parle aux designers québécois. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on fait ça, comme je disais tout à l'heure, convening et collaboration, donc de collaborer et d'inviter des conversations de manière continuelle et de manière continue sur la longueur. C'est extrêmement important. Le rôle qu'on nous a donné et qu'on s'est donné, on s'est donné ça et on continue de se donner ça année après année, et ça fait 70 ans. Donc, c'est quand même sur la longueur, sur le continu, continuellement à réfléchir et à parler sur le design, le rôle du design, la valeur économique du design, la valeur sociale, la valeur environnementale du design. Et ça se fait sur le continu. Quel que soit qui nous donne des fonds, qui nous donne pas de fonds, etc., c'est une fonction qui doit continuer et qui doit savoir comment survivre aux aventures politiques qui nous entourent. Vous êtes dans un environnement un peu moins, on dirait, je veux dire ça gentiment, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué aux jeux vidéo de Monkey Island, mais moi j'ai l'impression d'habiter sur Monkey Island en ce moment. Donc, vous êtes quand même dans un environnement économique et politique plus stable, et de prendre avantage de ça, pour créer un mouvement et au Québec et au Canada, de créer un mouvement collectif, une collectivité et une voix collective. Et je trouve que ça se fait relativement bien au Québec parce que c'est quand même une petite communauté.
Ça se fait relativement bien au Canada parce qu'encore une fois, il y a des atomes crochus entre nous tous. On va probablement tous parler des mêmes choses, mais de manière légèrement différente un peu partout. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Des choses à éviter, c'est absolument de se dire que ça doit être en ligne avec les conversations politiques. Ça peut être supporté par des fonds publics, mais que ça ne soit pas nécessairement tellement politique que ça devient trop intéressant pour le gouvernement d'aller regarder sur ce qui se dit, ce qui se pue. Oh. En fait, ça va être un bon moment pour... excusez-moi, Alexandra. Non, allez-y. Le temps file, malheureusement, puis on n'aura pas le temps de c'est pas prendre les 2 dernières questions du public. On m'a demandé de conclure. Mais donc, j'aimerais vous remercier, là, Alexandra, notamment pour le temps que vous nous accordez, vos propos inspirants, puis l'intelligence de vos réponses. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci beaucoup, Thomas, et bon, Alexandra aussi, pour cette très riche discussion.